pendant quelques minutes vous présenter l'association, ses actions et ses missions essentielles. L'association a pour but de sensibiliser le plus jeune public et un public un peu moins jeune dans des dangers liés à la route. Notre association, constituée de 7 membres permanents, a organisé l'année dernière, ici même, un premier colloque pour essayer de sensibiliser un public étudiant, et axé surtout sur les conséquences des accidents. Les retombées médiatiques de ce premier forum étaient très importantes et ont permis à l'association de se faire connaître et de prendre une nouvelle envergure, une nouvelle dimension. Et nous avons décidé à la suite de projeter le film que nous avions réalisé dans les lycées des régions normandes et Nord-Pas-de-Calais, là où il a été tourné. Dans l'hôpital de Berck, pour montrer la vie quotidienne des handicapés, la vie quotidienne des gens qui se trouvent à cause d'un accident, bêtement, toujours, qui changent de vie, changent totalement leur existence. Le deuxième colloque auquel vous allez assister maintenant sera axé davantage sur la prévention des accidents de la route. On brossera naturellement une étendue de l'ensemble des problèmes liés à la conduite, en essayant d'être les plus justes possibles, mais ce forum est plus axé sur les causes des accidents de la route. Et ce pourquoi vous êtes venus si nombreux aujourd'hui, les conduites à risque sur la route. Alors bonjour, moi aussi de même je vais vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc pour nous, ce qui compte, ce n'est pas de sauver toutes les personnes qui vont venir assister à notre colloque, mais c'est surtout parmi vous, si au moins nous allons pouvoir éviter un accident mortel sur la route en vous sensibilisant, ce sera le pari gagné pour l'association. Juste un petit aparté avant le début du colloque, nous avons la transfusion sanguine qui va déposer un camion ici au campus consulaire de 15h à 19h, donc je vais laisser parler Madame Leclerc qui est à la transfusion sanguine. Bonjour à tous, donc effectivement je suis le docteur Leclerc et je représente ici l'établissement français du sang. Alors je pense que pour la majorité d'entre vous, ça ne signifie pas grand-chose, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, on rapportait l'image du don du sang, l'image de la Croix-Rouge. Il faut savoir que nous sommes une institution, je dirais, à part, complètement indépendante, et que nous sommes rattachés au ministère de la Santé et à la Direction générale de la Santé. Donc dans ce sens, moi mon rôle ici, c'est d'organiser des collectes de sang, et notre objectif, bien sûr, c'est de répondre aux besoins des malades. Pour vous donner quelques chiffres, sur la région Normandie, puisque nous avons la chance d'être regroupés avec la Basse-Normandie, nous avons besoin de 300 dons de sang total par jour. 300 dons de sang total, je peux vous dire que ça représente du travail. Et moi, sur la logistique, c'est une organisation de 5 collectes de sang par jour en Haute-Normandie. Alors là, on m'a demandé à m'associer un petit peu à votre mouvement, parce que, bien entendu, on parle de prévention, mais malgré la prévention, qui j'espère va s'améliorer, vous savez que les accidents de la route sont très pourvoyeurs de besoins en sang, et vis-à-vis de nos problèmes, ça représente à peu près 50% de nos malades qui ont besoin d'être transfusés. Ce cadre de l'urgence est très fréquent, ça se voit malheureusement tous les jours. C'est particulièrement sensible lors des départs en vacances, c'est-à-dire la prise de la voiture pour des longs trajets. Mais il faut savoir aussi que c'est notre travail quotidien et nous transfusons malheureusement tous les jours des personnes qui viennent de vivre un accident de la voie publique.
Alors, pour être en accord avec ces besoins-là, moi, mon message, finalement, c'est de vous sensibiliser, de vous dire que vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, et vous pouvez faire ce geste simple qui vous prendra simplement 5 à 10 minutes. Alors, aujourd'hui, pour accompagner, je dirais, ce colloque, eh bien, on a mis en place une collecte de sang, et nous vous attendons nombreux, donc près du parking du château. On a mis un camion tout aménagé, vous pouvez vous rendre dès 15h30. Donc d'avance, je vous remercie de votre aide et puis bon colloque pour la suite. Je vais donc vous présenter le colloque 2002, donc la journée pour vivre. Nous avons organisé ce colloque depuis 1 an, malgré les petits défauts techniques qu'il y a eu. À 17h aura lieu un lâcher de ballons, donc 134 ballons vont être envoyés dans le ciel qui symbolisent les 134 décès en Seine-Maritime en l'an 2001. C'est énorme, c'est une augmentation de 34% par rapport aux chiffres de l'an 2000, c'était 101 morts en Seine-Maritime seulement. En France, il y a plus de 8000 décès. Je pense donc le docteur Pellerin que nous allons voir dans une première partie va nous parler de tous les points de vue statistiques et va nous faire un petit cours d'accidentologie. Ensuite, le capitaine Morel viendra intervenir sur la répression et la prévention des forces de l'ordre, donc du point de vue de la gendarmerie. Et enfin, nous allons avoir le directeur du département de la sécurité passive à Renault, monsieur Alain Diboine, qui reviendra sur les efforts des 10 dernières années, du point de vue des constructeurs automobiles. Donc je vous demande d'accueillir monsieur docteur Pellerin, qui va donc nous faire un discours d'accidentologie. Alors bonjour d'abord et merci de nous recevoir et de me recevoir en particulier. Alors je vais très rapidement me présenter. Moi je suis médecin généraliste, j'exerce la médecine depuis un certain nombre d'années. J'ai fait du ramassage au SAMU pendant 8 ans. Je me suis occupé, je m'en occupe encore un peu, mais moins maintenant, des alcoolisés du volant. J'ai fréquenté pendant plus de 20 ans. Je m'en suis occupé dans la préfecture de la Seine-Maritime. Et depuis 1995, je travaille avec les gens de la sécurité civile ici à la préfecture sur l'accidentologie pour analyser, essayer d'évaluer un petit peu les accidents au niveau de notre département. Et puis je travaille dans des actions concrètes comme la vôtre et bien d'autres. Alors ce qu'il faut bien voir quand on parle d'un accident, donc le discours que je vais vous tenir, vous allez voir, c'est un discours très généraliste. C'est un discours de culture générale sur l'accident. Et qu'il ne faut jamais perdre de vue, je crois. C'est ma spécialité d'être généraliste et c'est donc le discours que je vais vous tenir. Alors l'infrastructure, j'ai aucune compétence pour vous parler de l'infrastructure. L'infrastructure, effectivement, dans les accidents peut être responsable ou être une cause, quelquefois, de facteurs d'accident, mais je n'ai aucune compétence. Le véhicule, je n'ai non plus aucune compétence. Quelqu'un ici va vous en parler tout à l'heure, a beaucoup plus de compétences que moi. Le comportement, là, j'ai un petit peu plus de compétences et c'est donc sur la personne que je vais me centrer et sur la façon dont nous vivons sociologiquement ces accidents au niveau de notre département. Alors, quelques lois de l'épidémiologie et de santé publique. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'accidentologie routière est un enjeu de santé publique. Or, en termes de santé publique, nous sommes dans un pays très très pauvre. Nous dépensons par an pour soigner des gens environ 15 000 francs par an et par tête de pipe en France. On dépense en prévention 100 francs par an et par tête de pipe à faire de la prévention pour éduquer les gens à utiliser leur système ou pour leur éviter certains pièges. Donc vous voyez que nous avons un retard d'investissement de santé publique absolument considérable. Donc on soigne les dégâts, mais on ne sait pas prévenir. Et quand on parle d'accidentologie, je suis frappé de voir le nombre de gens hospitalisés 1, 2 ou 3 fois, récidivistes de l'alcool au volant, dont l'alcool les mène à l'hôpital. Ils sont parfaitement bien réparés à la sortie, mais tout sauf le problème alcool n'a jamais été abordé, alors que c'est bien celui-là qui les a amenés à l'hôpital. Il y a 500 000 morts par an en France, 40 000 sont dus à l'alcool. Le tabac, c'est 60 000 morts par an. Le suicide, c'est 12 000 morts par an. La route, c'est 8 000 morts. Route et alcool, donc les deux liés, c'est 3 500 morts. Le sida, c'était 1 000 morts. On est un peu en dessous maintenant. Les drogues, c'est quelques dizaines de morts, en sachant bien que là, on sous-évalue considérablement, hélas, le problème, puisque vous
faites partie d'une génération exposée aux drogues, mais la génération exposée aux drogues aujourd'hui atteint de façon massive, à peu près l'âge de 30 ans. Donc, alors que les gens exposés à l'alcool sont toutes classes d'âge confondues, donc on n'a pas encore eu le temps de mesurer, l'effet est encore trop récent et nos mesures sont en décalage par rapport à une certaine réalité. Ça, c'est une courbe que j'aime beaucoup, qui montre l'indice de circulation dans notre pays depuis 67 et qui montre ici la mortalité sur la route depuis cette époque. Et vous voyez qu'ici, il y a un chiffre très intéressant. Vous voyez qu'à un moment donné, ça s'est inversé. Et ça, c'est la loi, c'est les limitations de vitesse, et ça a été au moment des ports obligatoires des ceintures de sécurité. Donc, la loi, vous voyez, quand elle est bien conduite, quand elle est bien menée, ça sert à quelque chose. Diapositive suivante. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu où nous, Français, nous nous situons au point de vue mortalité. Donc ce sont les chiffres de l'année dernière, la comparaison européenne, tués par habitant et par kilomètre parcouru. Donc vous voyez que nous sommes très mal situés, puisqu'on se situe ici. Diapositive suivante. Alors ça, c'est les grands enjeux de la sécurité routière. Alors, alors évidemment, quand vous faites le total, vous voyez que vous êtes bien au-delà des 100%. C'est-à-dire qu'à chaque accident, on essaie de déterminer les facteurs qui ont contribué à la mort. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs par accident et par victime, puisque quelque part, on peut à la fois rouler vite et être bourré, on peut rouler vite et sans ceinture, on peut, etc. Donc vous voyez que la première cause, bien entendu, c'est la vitesse, hein, puisque c'est elle, effectivement, qui est une cause de mort. Au-delà d'une certaine vitesse, votre corps ne résistera pas. L'alcool, qui est une cause non négligeable, vous voyez qu'on retrouve dans 32% des morts. Le non-port de la ceinture de sécurité, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, ce qui est quand même assez stupéfiant de voir qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité systématiquement, c'est même impressionnant. Les obstacles latéraux, notamment les motards qui se plaignent beaucoup de ceci, 25%. Le non-port de casque ou le casque non attaché. Ça aussi, on voit beaucoup ça. On a eu 2 morts il n'y a pas longtemps ici dans le département de jeunes filles. Elles avaient leur casque mais ils n'étaient pas attachés. Et les facteurs de vigilance et de fatigue, et là j'insiste parce qu'ici nous avons un public jeune, et donc il ne faut pas oublier que très souvent en fin de semaine vous êtes en déficit de sommeil, vous êtes obligé de travailler tard le soir, vous êtes obligé de vous lever tôt le matin, et à la fin de la semaine, quand vous en avez ras-le-bol, vous sortez, vous allez en boîte de nuit, et vous avez une phase d'hypovigilance importante avec une chute de rythme entre 3h et 5h du matin. Pour le peu que vous ayez bu un peu d'alcool, pour que vous soyez très fatigué, vous n'êtes pas à l'abri d'un endormissement brutal au volant de votre véhicule automobile. Et je voulais dire que c'est une cause certainement d'accident qu'on sous-évalue parce que très souvent elle est liée avec un problème alcool. Et donc on attribue tout sur le problème alcool alors qu'on ne voit pas le problème de l'absence de l'hypovigilance qui a été sous-jacente ou de l'endormissement brutal. Alors, les jeunes de 15-24 ans représentent grosso modo dans notre population 13%. Ils font hélas 25% des tués, et parmi les 25% des tués, 75% sont des garçons. Donc il y a quand même une attitude particulière des garçons, et les filles, généralement, quand elles sont tuées, elles sont passagères. Donc elles sont doublement victimes. Vous voyez où ont lieu les tués. Les tués ont lieu essentiellement en race campagne. Et les accidents corporels ont lieu essentiellement en agglomération. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a des facteurs de vitesse et des facteurs de déplacement importants. On voit bien la différence, et quand on interprète des cours d'accidentologie, il faut se méfier. Ça, c'est pour vous raconter une histoire vraie, prise à partir du journal. C'est la perception que vous pouvez avoir d'un accident, c'est-à-dire celle qui est la vôtre, celle que vous lisez dans le journal, qui est prise dans les faits divers. C'est un accident que je connais très bien. Cet accident s'est produit dans un village du département, ici. Vous avez ici une fermette. Donc je vais vous raconter l'histoire, comme un roman. Vous avez ici une petite fermette, là. Et dans cette fermette vit un monsieur qui tient sa ferme, un vieux garçon, qui a 70 ans. Sa sœur, qui a 82 ans, qui est une femme encore bien alerte, habite à l'autre bout du village, ici. Et tous les jours que Dieu fait, cette femme vient travailler à la ferme chez son frère. Ce jour-là, elle est venue travailler chez son frère à la ferme,
Elle a travaillé, et une amie, qui est la dame qui avait cette petite Peugeot 106, qui habite la région parisienne, est venue chez elle. Elle ne l'a pas trouvée, elle s'est dit, elle est chez son frère. Elle est donc venue la chercher. Je vous dis, il y a 300-400 mètres entre le domicile et ici. Elle est venue, et elles sont ressorties toutes les deux de la cour de la ferme dans la 106, non attachées ni l'une ni l'autre, pour rejoindre le domicile. Elles sont sorties de la cour de la ferme et descendaient d'ici sur cet axe une autre 106. Et cette 106 a caché une 605 qui était en train de doubler l'autre 106 et qu'elles n'ont pas vue très probablement. Cette 605 était conduite par un fils du village, par un enfant du village, c'était la voiture de ses parents. Je ne dis pas le malaise dans le village, ce qui explique que l'accident d'ailleurs est relaté avec si peu d'explications. Face à face entre cette 106 et cette 605, 82 ans, passagère avant droite de la 106, on ne le voit pas très bien, mais il y a eu un impact sur le pare-brise. Cette femme, évidemment, il y a une résistance physiologique qui est faible, a été tuée sur le coup. L'autre, beaucoup plus jeune, 50 ans, a été gravement blessé dans le coma et s'est retrouvé à l'hôpital. Voilà. Ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien de l'accident banal, c'est le quotidien qu'on voit tous les jours. Non-port de ceinture de sécurité, banalité, hasard, proximité de domicile. Diapositive suivante. Ça, c'est un accident du département aussi qui s'est passé entre deux voitures de conception récente. Vous voyez, une 406 à droite, une Mégane classique à gauche. Donc face à face sur une route du département. Vous voyez que les habitacles ont particulièrement bien résisté. Merci, messieurs les constructeurs. On a connu des choses beaucoup plus difficiles autrefois. Les habitacles ont parfaitement bien résisté. Ces deux voitures se sont tamponnées. Hélas, le conducteur de la Mégane, ici, 95 kg, ne portait pas sa ceinture de sécurité. On ne s'explique pas d'ailleurs pourquoi, puisque c'était quelqu'un, semble-t-il, qui était très pointilleux à ce sujet. D'après son entourage, il mettait systématiquement sa ceinture, il était même très exigeant avec ses passagers. Ce jour-là, il ne l'avait pas. Il faut dire qu'il revenait de l'enterrement de son père. Face à face avec cette Peugeot 406 où deux personnes étaient à bord et elles étaient tous les deux parfaitement bien attachées. Les deux voitures sont de poids à peu près identiques, je crois 200 kg près, ou 300 kg près, je ne sais pas très bien, mais à peu près identiques. Diapositive suivante. Et voici ce qu'il a fait de son tableau de bord avec son corps. Voici ce que 90 kg font d'un tableau de bord quand vous n'êtes pas attaché. Diapositive suivante. Voici l'impact sur le pare-brise. Diapositive suivante. Évidemment, il a été tué sur le coup, je ne vous fais pas de dessin. Donc, et voici l'intérieur de la 406. Donc vous voyez que le tableau de bord là est resté un petit peu mieux. Les passagers étaient attachés. Mais seulement, ils ont glissé sur leur ceinture, ce qui est assez classique dans ce type d'accident. Ils ont eu un syndrome du tableau de bord. Diapositive suivante. Et voici, ils ont eu une double fracture du fémur, ici. Vous voyez, de l'os fémoral. Le mari et la femme, tous les deux. Ils se sont tapés 6 mois d'hosto, parce qu'il y avait d'autres dégâts avec. Et ils s'en sont sortis relativement vivants. Donc vous voyez bien, deux voitures de conception récente, à peu près identiques, un port, un non-port de ceinture, vous voyez le résultat à la sortie. Ça c'est pour vous parler quelques instants de l'alcool. Vous voyez que l'alcool se concentre au fur et à mesure de la gravité des choses. Hein, ouais, ça c'est le conducteur en circulation standard, c'est-à-dire qu'à chaque fois, grosso modo, vous croisez 100 voitures, vous en avez un et demi qui est en état d'alcoolémie, donc qui est un danger. Le conducteur qui commence à commettre des infractions est plus alcoolisé que les autres. Les forces de l'ordre connaissent bien le non-port de la ceinture, l'association non-port de la ceinture alcool. Le conducteur accidenté, vous voyez que l'alcool se concentre au fur et à mesure que la gravité apparaît, et en situation mortelle. Diapositive suivante. Ça, c'est pour vous montrer le pourcentage d'accidents mortels avec alcool. Vous voyez la différence entre ensemble, semaine et week-end. Vous voyez un petit peu ce qui se passe le week-end. Et là, franchement, j'attire votre attention. Diapositive suivante. Et vous voyez les classes d'âge. Vous voyez où vous vous situez, épidémiologiquement. Donc je veux dire quelque part, il faut arrêter ça. Moi, je ne supporte plus les journaux du lundi matin. Je ne les supporte plus. Diapositive suivante. Ça, pour vous dire que moi, je ne suis pas le représentant de la loi. Je suis un acteur de santé publique. Pour moi, l'alcool, c'est au zéro. Le cannabis, c'est au zéro. On ne conduit pas un véhicule avec des drogues psychoactives. En tant qu'acteur de sécurité routière, je dis c'est monstrueux. Nous avons un retard culturel phénoménal. Les pays nordiques
de ce côté-là, sont beaucoup plus prudents que nous, mais ont une avance considérable. La Suède a commencé à lutter contre l'alcool au volant dans les années 30. Nous, on a commencé en 1954 seulement. Avant 1954, conduire bourré en France était circonstance atténuante devant le juge. C'était pas de sa faute que le juge était bourré. Il a fallu Pierre Mendès France, qui nous a fait boire du lait en Normandie, qui était député de Louviers, pour changer la loi. Il a eu un courage politique qui mérite d'être salué. Et donc, pour moi, l'alcool, c'est au zéro. Pourquoi c'est au zéro pour le conducteur? C'est au zéro parce que, d'abord, ça pose pas le problème de savoir si on est dans la légalité ou pas. C'est que même dès qu'on a bu un peu d'alcool, on est en danger, déjà. Hein, on met 0,50 parce que le risque est multiplié par 2, mais déjà en dessous, le risque existe, il n'est pas négligeable. Et l'alcool, c'est un produit, à partir du moment où on touche à une substance psychoactive, on n'est pas du tout sûr de maîtriser les consommations suivantes. Donc celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Et je crois que ça, culturellement, dans la société, il faut construire ça. Et si les garçons n'y arrivent pas, j'espère que les demoiselles arriveront à leur faire changer d'avis. Je terminerai sur une déclaration. J'aime ce genre de déclaration. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. C'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand on demande aux gens s'ils sont d'accord avec cette déclaration, tout le monde est d'accord. C'est simple. Tout le monde y croit, c'est simple. Le problème, c'est de la faire sienne et de l'appliquer tous les jours, tout au long de sa vie. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Merci. Donc, le docteur Pellerin a beaucoup insisté sur le port de la ceinture et je voudrais juste faire un petit effet, qu'on puisse avoir un petit aperçu. Parmi les conducteurs automobiles de cette salle, j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui conduisent pour faire par exemple 100 mètres pour aller chercher une baguette, des cigarettes. Si elles ne mettent pas la ceinture, est-ce que cela vous choque ou pas? Levez la main si jamais vous mettez votre ceinture régulièrement, tout le temps. Soyez sincères. D'accord, donc c'est pas toute la salle, donc justement nous avons bien choisi d'accentuer le point. Et j'aimerais accentuer aussi un deuxième point, c'est lors d'une soirée en discothèque, souvent il y a une question qu'on ne se pose jamais en tête. On boit toujours un verre, deux, et moi je pense que la première victoire de la sécurité, de la prévention, ça serait le jour où on arrête de se poser des questions comme celle-ci, où des personnes que l'on connaisse ou quelqu'un qu'on va croiser, on ne se sait jamais sur la route. Si quelqu'un boit, on peut toujours avoir un accident. Va-t-on tuer un ami ce soir? C'est toujours la question qu'on devrait se poser. Et je pense que le taux d'alcoolémie, donc je rejoins M. Pellerin, devrait être à taux zéro sur les routes. Et deuxième point sur lequel je voudrais venir, c'est profitez bien de votre soirée. Il se peut que ce soit la dernière. Il faut bien penser que vous n'êtes pas, bien sûr, les seuls responsables d'un accident. Il y a toujours deux automobilistes ou deux véhicules qui engendrent un accident. Mais si déjà de votre côté vous faites bien attention, il ne restera plus que 50% de chance d'avoir un accident, c'est encore beaucoup. Voilà, je vais donc passer la parole au capitaine de gendarmerie, M. Bourrel, qui est motard et qui fait donc des contrôles de vitesse, qui va nous parler des efforts de la loi et donc des gendarmes. Merci. Bonjour à tous, je vous remercie tout d'abord de votre accueil et puis de votre engagement, parce que trop rares sont ceux qui s'intéressent encore et surtout en ce moment à ce problème qu'est la sécurité routière. Je voudrais tout d'abord dire que j'estime que vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui dans les écoles, même les plus basses, au primaire, au collège, au lycée, dans les grandes écoles, dans les entreprises, dans le cadre du plan de prévention des risques routiers, vous avez la chance d'être sensibilisés à ce problème. La génération de vos parents n'a jamais eu cette chance. On lui a seulement, pendant 20 ans, répété qu'il fallait mettre sa ceinture. Comme on a pu le voir juste maintenant, elle ne réussit toujours pas. Donc c'est là que nos interventions et votre participation doivent se combiner et prendre de l'importance, parce que l'espoir de faire diminuer le nombre de ces 8000 tués sur la route, c'est votre génération qui l'apporte, comme celle des plus jeunes. Donc avant de continuer, c'est un point que je voulais souligner. Tout de suite aussi, pour éviter de semer le trouble, un accident, c'est pas forcément, monsieur Michelet, deux véhicules, surtout un samedi soir. C'est surtout un véhicule, 3-4 personnes à bord, voire plus. On s'amuse, on rigole, on tire le frein à main du copain. Le conducteur a un peu bu et on finit seul enroulé autour d'un arbre. C'est pas agréable à ramasser. Non, mais c'est pas agréable à ramasser. C'est malheureusement, ce qu'a dit le docteur, c'est que c'est l'expérience
qui donne ce recul et cette modification du comportement. Aux États-Unis, certains délinquants routiers sont emmenés pratiquement dans la foulée de leur interpellation pour visiter des morgues. Et là, ça marque. Voilà. Alors qui sommes-nous? Nous sommes l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. Pour 95% du territoire de la Seine-Maritime, il y a 126 motards. Donc 126 motards, ça peut paraître dérisoire, mais pourtant ils sont répartis sur l'ensemble du département, à Dieppe, au Havre, à Neuchâtel, à Rouen, à Mont-Saint-Aignan, à Saint-Romain-de-Colbosc, à Yvetot. Ils travaillent sur l'ensemble du réseau, les autoroutes, les nationales, les départementales, tous les jours. On essaye de multiplier les interventions dans le domaine de la répression des vitesses excessives, de l'alcoolémie au volant, du port des équipements de sécurité, mais surtout de la modification des comportements. Le nombre d'accidents mortels et le nombre de tués sur les routes en 2001 a augmenté en zone gendarmerie de 50%. Nous avions 60 tués sur la zone gendarmerie en 2000, nous en avons eu 90 en 2001. Malheureusement, les grandes données nationales en termes de causes ont été sensiblement les mêmes sur le département. Ça reste certes une combinaison, comme l'a expliqué le docteur Pellerin, de facteurs, la vitesse, le non-port de ceinture, l'alcoolémie. Mais, encore une fois, c'est la vitesse qui tue. Il faut le comprendre. Pourquoi la vitesse tue? Parce que, avec la vitesse d'impact, la déformation des véhicules et surtout des corps, il y a très peu de chances à vitesse excessive de pouvoir survivre. On en parlait hier sur la radio avec le docteur Pellerin. Un enfant en agglomération percuté par un véhicule roulant à 30 km/h, il n'a pas de chance de survie. Donc aujourd'hui, le 50 en agglomération, on peut se sentir concerné, on peut ne pas l'être, mais quand on ne l'est pas, on l'est bien souvent, c'est ce que je disais hier également, parce qu'on a peur de se faire attraper par les gendarmes. Et c'est là le gros problème du raisonnement individuel aujourd'hui. Aujourd'hui, on ralentit, on respecte le panneau, on ne boit pas d'alcool parce qu'on n'a pas envie de se faire attraper et qu'on veut continuer à rouler. On ne le fait pas parce qu'on a envie de sauver quelqu'un. On a une réaction individualiste. Alors que dans son véhicule, certes, on est seul, on est dans son véhicule, mais on n'est pas sur sa route. On est sur la route de tous où cohabitent des voitures, des poids lourds, des piétons, des cyclomoteurs, des motos et des vélos. C'est tout le raisonnement intellectuel de la sécurité routière qu'il faut repenser. À savoir, qu'êtes-vous, vous, prêt à faire dans le domaine? Et nous, on est là tous les jours, sur la route, pour vous le rappeler. Par la répression, certes, mais aussi par la prévention. Voilà le genre de discours que je vais vous tenir aujourd'hui. Je peux vous donner tout un tas d'exemples d'accidents dans le domaine qui sont certes des combinaisons, mais qui peuvent paraître idiots. Mais pourtant, c'est ce qui arrive tous les jours et ça arrive à n'importe qui. Jeune étudiant ayant travaillé toute une nuit, prend en direction d'Amiens la route à Rouen, ayant travaillé une bonne partie de la nuit sur un examen qu'il avait le lendemain, départ 4h30 du matin, prend pas le temps de déjeuner, continue de tartiner ses tartines de Nutella, c'est une anecdote réelle, sur l'autoroute à 28, et mange en roulant. Pour réviser, sans doute pour se stimuler, il avait consommé pas mal de cannabis, et il ne voit pas le camion dans la côte et s'y écrase. Voilà ce qui arrive aujourd'hui à un jeune, à un étudiant, comme vous, c'est le même. Vous avez vécu des situations sans doute pour beaucoup analogues, en période d'examen, stress, travail tardif, combinaison excitant, café, cigarette, médicaments, voire autres. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'autres. Et derrière, une activité où vous êtes amené à vous déplacer sur la route. Voilà ce qu'on rencontre aujourd'hui dans les causes des accidents. L'alcoolémie, 20%. Alors l'alcoolémie, vous voyez, c'est une alcoolémie de week-end. On est dans un département particulier quand même, en Seine-Maritime, où malheureusement, l'alcoolémie, on la rencontre tous les jours à toute heure. Que ce soit du 7h30 du matin, avec des relents de la veille, des cafés calva, malheureusement. À midi, après les repas, d'entreprises bien arrosées, mais forcément le week-end. Et forcément, ce week-end, vous allez nous voir, sans doute aux alentours de l'Exo 7,
sans doute aux alentours des discothèques d'Yvetot, de Forges, de Rouen, du Havre, de Dieppe. Je pourrais vous faire de la publicité pour toutes ces discothèques. On connaît la politique ambiguë, parce qu'il faut en parler, des tenanciers de ces établissements. Parce que là aussi, il y a un vrai problème de société. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit tolérer que pour être bien, la jeunesse française doit s'imbiber d'alcool tous les samedis soirs? Le fait de ne pas conduire alcoolisé, c'est très bien. Mais est-ce qu'au fond, et c'est là qu'il faut réfléchir, est-ce que la jeunesse française, ça c'est plus personnel comme envie, doit s'imbiber tous les samedis soirs pour être heureuse? Voilà. Alors oui, le samedi soir, on est très visible, et on n'est pas là pour faire du chiffre. Moi, ce que j'aimerais le samedi soir, c'est sortir 3 à 4 heures aux alentours d'une discothèque, me montrer, être vu, c'est ce que je fais. On allume les rampes, on a des équipements réfléchissants, on a des triflages qui nous signalent, les patrons de discothèques sont avertis, les videurs viennent nous voir sur les contrôles, annoncent en discothèque, mais aujourd'hui, la jeunesse, qu'elle ait 20 ans, 25 ans, qu'elle soit dans une école d'ingénieur, qu'elle ait eu son bac, qu'elle soit soi-disant intelligente, eh ben, elle ne sait pas s'organiser. Et c'est là qu'est le scandale. Parce qu'on contrôle sans arrêt des véhicules où il y a 3-4 personnes qui ont leur permis, mais où malheureusement celui qui conduit, c'est celui qui est bourré. Et ça, c'est tous les samedis, tous les dimanches soirs, tous les vendredis soirs. Alors c'est bien. De temps en temps, celui qu'on a contrôlé, eh ben, il était passager. On l'a contrôlé la semaine d'avant, il est passager la semaine d'après, mais c'est un autre qui conduit. Mais c'est arrivé quelques fois cette année qu'on les ait ramassés au bout d'une route. Parce qu'ils avaient compris la première fois, la deuxième fois, ils étaient passagers, mais d'un véhicule où le conducteur avait bu. Et ils ont été tués. Donc ça arrive. Et ça arrive pas qu'aux autres, et ça arrive tous les samedis. Et je comprends pas qu'aujourd'hui, je suis sûr que c'est le cas de beaucoup dans cette salle, vous vous êtes dit, moi je bois pas, je suis pas un buveur, déjà. Parce que le slogan, moi je le trouve pas bon. Celui qui conduit, celui qui ne boit pas, c'est pas bon. Pour moi, c'est celui qui n'a pas bu. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qui ne boit pas, il y en a beaucoup ici, est-ce que vous buvez? Non, moi je réponds, je ne bois pas. Ah non, effectivement, vous n'êtes pas un alcoolique notoire, mais avec 2 verres, vous estimez ne pas avoir bu, quoi. Là, il y a un problème. Celui qui ne boit pas. Non, je ne suis pas un alcoolique. Beaucoup le traduisent comme ça. C'est celui qui n'a pas bu. Et aujourd'hui, pour sortir, il faut, si on veut conduire, il ne faut pas avoir bu du tout. Et c'est pour ça que le taux zéro nous amènera peut-être à ce genre de considération plus clairement. Nous aussi, on est pour. Certes, il faudra nous donner des moyens et simplifier un petit peu les procédures et le traitement judiciaire de ces affaires. Et là, c'est une combinaison interministérielle qui devrait permettre d'y répondre. Et on est pour ce taux zéro en matière d'alcoolémie. Mais c'est scandaleux, je le répète, et intolérable que des gens intelligents d'une génération qui a la chance d'une scolarité élevée et d'une connaissance, et ben malheureusement, l'inexpérience dont parlait le docteur tout à l'heure fait qu'elle ne sait pas s'organiser et qu'elle se tue sur la route bêtement. Ça, c'est les moyens qu'on utilise sur la route, vous avez dû les rencontrer, c'est les moyens qu'on a vus dans le film, l'Eurolaser. Ça, c'est des appareils de contrôle de vitesse divers. Alors, on a des véhicules qui prennent des photos en roulant, on a des véhicules d'interception, des motos. Alors ça, pourquoi l'Eurolaser, c'est un point intéressant, c'est le dernier point, c'est ce qu'on dit, nous. Ça nous permet de nous mettre n'importe où, partout où avant, des dispositifs plus lourds n'étaient pas faciles à mettre en place. Alors vous allez me dire, on se cache, et vous cherchez à faire du chiffre. Moi, les seuls chiffres qui m'intéressent, ici, c'est accident, tué, blessé. C'est les seuls chiffres avec lesquels je travaille. Si quelqu'un arrive à me démontrer un jour que je fais du chiffre en matière d'infraction au code de la route, il viendra me l'expliquer. Moi, les seuls chiffres, c'est accident, tué, blessé. Il n'y a que ça qui compte. Et quand on arrivera à diminuer, on aura gagné. Cette année, zone gendarmerie, début de l'année, moins 9% d'accidents, moins 25% de tués, moins 17% de blessés. Ça m'intéresse. Et on a relevé moins d'infractions que l'an dernier. Alors peut-être qu'on a été plus visible, peut-être qu'on s'est multiplié, peut-être qu'on a relevé des infractions plus graves, peut-être qu'on a fait plus de choses, mais ça c'est intéressant. C'est ce seul chiffre-là qui doit diminuer. Alors aujourd'hui, oui, avec un Eurolaser, on se met n'importe où. On se met à côté d'une école à 9h le matin, on se met à l'endroit de l'accident qui a eu lieu la veille à 17h, en pleine vitesse, en pleine ligne droite. Mais on se met aujourd'hui, et c'est nos zones d'action prioritaires, pour déplacer les accidents, puisque c'est ce qu'on constate, à force de déplacer nos postes sur les lieux d'accident, on diffuse et on déplace les accidents et on évite ainsi la création de points noirs et on améliore globalement et généralement le comportement de tous. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un poste de contrôle de la gendarmerie, c'est que précédemment, ou il n'y a pas longtemps,
il y a eu un accident dans ce secteur et qu'on a constaté des vitesses excessives ou des alcoolémies habituelles ou des types de comportements fréquents sur des franchissements de ligne ou autres. Donc nos missions générales. Donc effectivement, prévenir, réprimer, éduquer, renseigner, secourir, aider et assister. Parce que les motards du département, au-delà de la répression et de la prévention, ont des axes qui sont les leurs, les axes autoroutiers, à 29, à 28, à 131, les deux ponts. Et donc là, c'est nous qui constatons les accidents. Alors effectivement, des accidents sur autoroute, il y en a un petit peu moins. Mais ils sont souvent très graves. Et là aussi, c'est pour ça que vous verrez toujours et souvent des motocyclistes motivés sur le bord de la route par leur travail, parce que eux, ils connaissent la conséquence du non-respect de la règle que vous avez en frein. Et ils la connaissent à toute heure du jour et de la nuit. Pas assez d'entre vous la connaissent, et beaucoup se disent c'est les autres, c'est pas moi, c'est toujours l'autre, c'est ailleurs. Il faut que ça cesse. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir, et c'est à vous, peut-être les décideurs, certains de demain, de réfléchir sur ce genre de formation, sur la continuité du permis de conduire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir son permis et ne plus être contrôlé, réévalué et reformé jusqu'à la fin de sa vie? Voilà. Formation, complément de formation, ça c'est le petit message de fin que je vous demande de méditer. Voilà, merci, vous pouvez couper l'ensemble, on a été important. Alors je vais m'accorder un petit droit de réponse à Monsieur Morel, donc, qui m'a fait remarquer que je disais que je n'avais pas parlé donc des accidents uniques et seuls donc exacts, mais moi je pensais avoir été clair et que c'était implicite, que je parlais des accidents mêlant deux voitures dans l'accident, donc je pensais ne pas avoir à préciser, donc excusez-moi, j'aurais peut-être dû le faire pour vous. Ensuite, je voudrais aussi remarquer que l'association n'est pas bien sûr professionnelle, c'est une association donc d'étudiants, ce n'est pas notre travail et nous avons le temps, et donc nous avons le droit de faire de petites erreurs techniques. Et donc pour le passage de la première diapositive à la 9e, c'est pas toujours évident parce que nous n'avons pas d'écran, il n'y a que celui-ci et c'est pas possible. Je vous remercie, c'était mon temps de réponse. Maintenant, nous avons passé, donc, nous avons vu les causes des accidents, les rapports statistiques, et la gendarmerie nous a montré donc les effets, les efforts de la loi et des gendarmes. Nous allons maintenant voir les efforts donnés par les constructeurs automobiles, avec un petit bilan des progrès techniques des 10 dernières années, qui va nous être présenté par Monsieur Alain Diboine, le directeur du département de la sécurité passive à Renault-Guyancourt, donc Renault France. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir. Bien, bonjour. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler devant une assistance aussi jeune, donc ça va me changer un petit peu. Donc, je vais malheureusement ou heureusement vous présenter un peu les mêmes statistiques, enfin commencer en tout cas par les mêmes statistiques qu'ont présenté les deux premiers présentateurs, peut-être vues sous un autre angle. Donc, si on passe, voilà, ça devrait pouvoir marcher. Là. Je vais vous faire un petit quiz, là, puisque de toute façon, ça me fera au moins des slides suivantes. Là. Alors, si vous avez bien regardé la première présentation, vous devriez savoir à quelle époque a été déposé le premier brevet pour des ceintures de sécurité. 1902 ou 1903, et c'était de... J'avais dit 1903, parce que j'ai le vrai brevet dans mes archives. Là. Et c'était donc Gustave-André Désiré Lebeau qui en fait avait appelé ça les bretelles de sécurité. De quand date la première ceinture de sécurité 3 points? 51. C'était... Alors, c'était qui? Non. Non, c'était Ford. Et simplement, les Américains ils n'ont pas cru, ils n'ont jamais appliqué en série, et c'est leurs petits copains suédois qui ont récupéré, donc c'est Volvo qui en 1955 effectivement a récupéré la ceinture de sécurité 3 points et l'a installée sur ses premières voitures en fait en série. L'histoire s'est retournée contre Volvo quelques années plus tard puisque voilà, ça marche pas mieux. Non, on nous par là. Si, c'est mieux. Et c'est beaucoup mieux quand même. Bon, ça va être, on s'en... Bon alors je finis quand même mon quiz parce que sinon ça va pas aller là.
Première limitation de vitesse, on les a vus tout à l'heure sur les stats. Dans le 13, 73. Première ceinture de sécurité obligatoire en extérieur de ville, à l'extérieur des agglomérations. 79. Pas très bon. Ceinture de sécurité obligatoire à l'arrière. 90. Non, ça a quand même 12 ans. Donc on va revenir à nos stats. Donc ce qui est intéressant ici dans ces stats, dans les stats que vous voyez ici, là, enfin moi j'ai l'avantage d'être grand, donc je vais me mettre de côté, c'est qu'en fait on a quand même augmenté le parc par près de 2,5, et donc les morts depuis, enfin les tués sur la route en tout cas, tout tué confondu, hein, ont quand même été réduits de plus de 50% depuis les années 72-73, donc effectivement les premières limitations de vitesse. Ce qui est beaucoup plus embêtant pour nous en tant que, enfin bon, pour nous en tant que participants, en tant que citoyens, c'est le fait que depuis une dizaine d'années, en fait, on a beau améliorer nos voitures, on ne constate pas quand même sensiblement depuis le début des années 90 de baisse extraordinaire de cette mortalité. Donc si on regarde par contre, donc la diapositive suivante, ce qui fait que le un petit peu dur. Donc ce qui rend, non, ça se voit très bien. Ce qui rend les accidents de la route particulièrement inacceptables, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est les tranches d'âge qui sont impliquées. Si vous regardez ici, là, c'est une courbe qui est sortie du lab. Donc le lab, c'est un laboratoire d'accidentologie de biomécanique avec qui on travaille, qui est basé à Nanterre, et qui fait un gros travail de biomécanique et d'accidentologie pour nous. Si on regarde ces courbes-là, en fait, ce qui est particulièrement dramatique, c'est la courbe des accidents de la route qui est ici, et qui est centrée, en fait, vous allez devoir me croire sur parole, entre 18 et 25 ans. Si vous regardez toutes les autres causes de décès, en fait, c'est quand même, dans cette tranche d'âge-là, la cause première de décès. Les cancers apparaissent quand même beaucoup plus tard, les problèmes cardiovasculaires sont également beaucoup plus tardifs. On a une pointe aussi sur les suicides, mais c'est quand même votre tranche d'âge qui est la plus touchée, et c'est ça qui rend ces accidents de la route particulièrement inacceptables. Si on regarde un peu plus finement les statistiques, et ça c'est aussi intéressant, c'est la diapositive suivante, ce qu'on peut regarder c'est ça. En fait, globalement, on a, sur les 30 dernières années, vous pouvez le voir ici, une réduction de 50% des accidents de la route, des tués sur la route. Par contre, quand on regarde je dirais utilisateur de la route par utilisateur de la route, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une différence assez marquée. Globalement, les motards, on constate effectivement à peu près la même tendance avec une réduction de moitié des tués, encore que sur les toutes dernières années, là, ça a une tendance très nette à remonter, et ça c'est lié à la puissance des motos qu'on peut voir sur la route. Étant un ex-motard, je connais... Non, s'il vous plaît, devant, voilà. Étant un ex-motard, je connais particulièrement bien le problème. En fait, si on regarde au niveau des voitures, des voitures classiques, des voitures particulières, le pourcentage de réduction des tués est quand même relativement plus faible, 38% seulement. Ce qui a beaucoup diminué, c'est les piétons. Alors, c'est pas parce que les voitures se sont extraordinairement améliorées vis-à-vis des piétons, c'est plutôt qu'il y a eu un énorme travail sur l'infrastructure, de séparation des flux entre les piétons et puis les voitures, qui maintenant commencent à payer. En fait, c'est tout ce que vous pouvez voir au niveau à proximité des écoles, c'est tous les passages piétons qui sont protégés maintenant et autres qui se traduisent là. Donc en fait, quand on regarde les accidents, on peut se dire, bon, les tués, il y en a 50% de moins. Dans les voitures, c'est quand même pas aussi positif que ça en termes de bilan. J'essaie de retracer sur les 10 dernières années tout ce qu'on a pu voir comme progrès dans les voitures. Alors choc frontal, choc latéral et choc arrière. Donc choc frontal, je crois que, bon, hormis la ceinture qui reste quand même, depuis qu'elle a été introduite, ça reste quand même l'équipement de sécurité le plus efficace et le moins cher qu'on puisse trouver dans les voitures. Le deuxième équipement qui vient tout de suite derrière, c'est l'airbag. Alors on en a dit plein de choses, n'empêche que depuis que l'airbag a été introduit, on a quand même vu une énorme amélioration et surtout la disparition quasi totale de certains niveaux de certaines blessures, donc blessures au thorax, blessures au visage, blessures au cou. Les airbags, ils nous viennent des États-Unis, ils ont été introduits un petit peu par force aux États-Unis. Ils ont été ramenés en Europe par les gros constructeurs type Mercedes, Volvo et autres qui vendaient aux États-Unis. Et donc au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, on a commencé à voir arriver des airbags dans les voitures européennes. Alors d'abord des airbags relativement simples,
Après, on est arrivé des airbags un peu plus sophistiqués que nous on a monté sur nos Renault à peu près aux alentours de 95, dites à retenue programmée. Donc sous ce vocable un peu barbare, on met des airbags qui se dégonflent progressivement sous à pression contrôlée. C'est-à-dire qu'en gros, on a un dispositif à l'intérieur qui permet de contrôler la pression et d'éviter d'avoir des surpressions au niveau du thorax. Depuis Laguna, et puis bon, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres, on a des airbags adaptatifs à 2 volumes. Un autre équipement aussi sur la ceinture qui a permis, alors ça c'est un truc que vous ne voyez pas du tout, c'est un truc d'ingénieur mais qui marche très très bien, c'est des limiteurs d'effort. Une ceinture sur un thorax, ça peut appliquer dans un accident sévère jusqu'à 1 tonne. C'est-à-dire que votre pauvre cage thoracique peut supporter jusqu'à 1 tonne, en fait elle ne les supporte pas. Et donc ça se traduit par des ruptures, des fractures des côtes, fractures du sternum et pire avec perforation des poumons. Et donc, partant de ce constat-là, on a positionné sur nos ceintures des limiteurs d'effort qui permettent de plafonner cet effort. Alors, on est allé en 95, c'était 600 kg, 97, 400 kg, et donc depuis maintenant 7 ans, 5-7 ans, on est avec des limiteurs d'effort à 400 kg, ce que maintenant à peu près tous les constructeurs européens utilisent. Donc ça permet de protéger le thorax. Et effectivement, on a vu une diminution, je vous montrerai tout à l'heure les statistiques réelles sur la route, une diminution assez drastique des lésions au thorax. Donc les aides à la conduite, alors ça peut aller très loin, l'aide à la conduite, c'est l'allumage automatique des phares, c'est les détecteurs de pluie. On pourrait avoir par exemple, imaginé des systèmes qui soient automatiquement capables de vous avertir que vous roulez trop vite en temps de pluie, ou que vous roulez trop près de la voiture qui vous précède. Et puis donc l'aide au respect des règles. La distance de sécurité sur l'autoroute, c'est une règle, c'est une loi. On peut aussi trouver des moyens faciles ou simples à vous aider à respecter les règles. Suite. Et puis donc en conclusion, j'ai essayé de vous montrer que la sécurité globale, c'est quand même très nettement amélioré. Ce qu'on constate, c'est que depuis 10 ans, les statistiques, elles stagnent. Bon, maintenant, on commence quand même à s'en apercevoir et ça ne devrait pas durer. Il reste beaucoup à faire en termes de sécurité. On va évidemment pas s'arrêter là. On a encore plein d'idées pour améliorer la sécurité, mais au-delà de ça, maintenant, il va falloir qu'on travaille au niveau du conducteur et surtout le mettre dans cette boucle pour essayer de faire en sorte que, sans être trop répressif, on puisse quand même l'aider, l'assister et faire en sorte qu'il prenne les bonnes décisions dans le bon contexte. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais tout de suite demander donc à nos 3 intervenants de rejoindre la table avec les 3 chaises et micros, qu'ils puissent répondre durant un certain moment à quelques questions du public s'ils le souhaitent en poser. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Donc, je rappelle nos invités, le capitaine de la gendarmerie, le capitaine Morel, monsieur Amadi Boine, le directeur de la sécurité passive à Renault, et l'accidentologue, le docteur Pellerin. Je sais que nous avions libéré 2 heures du créneau horaire à l'ESI-GILEC. Monsieur Guillermet, je vous vois, je vous en remercie. C'est vrai qu'il est dommage que nous n'ayons pas pu donc libérer plus de temps pour donc un dialogue avec les étudiants et nos intervenants. Pardon, lève la main. Bonjour, je voudrais vous poser une question à tous les 3. C'est ce que vous pensez du réseau routier français? Moi, je vais commencer un petit peu là. C'est simple, le réseau routier il est géré déjà, c'est la grosse difficulté, par différents intervenants. Il est géré en partie par l'État au niveau national. Ensuite, certaines portions de ces routes sont concédées à des sociétés privées, c'est le cas des autoroutes. Ensuite, la gestion au niveau local, la partie nationale, s'effectue tantôt par la DDE et l'État, puis par la DDI, le Conseil général. Donc forcément, en fonction des budgets locaux, il peut y avoir des inégalités. En tout état de cause, en Seine-Maritime, je viens du département de la Dordogne précédemment, la différence est de taille, puisque la Seine-Maritime est un département riche, où les efforts sont permanents, et où on a un réseau autoroutier, un réseau national de bonne facture, et en dépit qu'on soit le 3e réseau départemental français, en Seine-Maritime, il est quand même d'assez bonne qualité. C'est la difficulté, les efforts sont permanents. Moi je retourne tout de suite la question, avant de chercher les responsables chez les autres, regardons
nous-mêmes au volant. Ensuite, si quelqu'un veut continuer. Alors dans le réseau routier, enfin nous, quand je vous disais qu'on avait une base de données là, de 16 000 accidents, on les récolte à peu près partout en France. Donc on a un réseau où il y a le meilleur qui côtoie le plus mauvais. La question qu'on peut se poser, c'est toujours la même. On peut toujours améliorer. Alors ce qu'on a pu voir quand même, c'est que quand on a des points noirs, si l'infrastructure suit, c'est-à-dire si on corrige ces points noirs, en général on a localement sur ces points noirs une réduction assez sensible de la mortalité. La question qu'on peut se poser derrière, et c'est souvent celle qu'on se pose avec les pouvoirs publics, c'est si on améliore la route, forcément les gens roulent plus vite, et s'ils roulent plus vite, on se crache plus vite. Et c'est aussi la triste réalité, c'est que dans certaines portions routières, on a vu qui se sont considérablement améliorées, on a pu voir que le taux de mortalité ne diminue pas forcément, simplement parce que les gens ils en profitent pour rouler un petit peu plus vite et qu'on ne roule pas forcément plus vite sur on ne se tue pas forcément plus sur une départementale petite où on est obligé de rouler un peu lentement que sur une grosse. Ceci dit, il y a quand même eu des grosses améliorations. Les 3 voies ont pratiquement je dis pas disparu, mais ont été quand même réduites. Et ça aide quand même. Il y a eu une époque où on avait quand même un paquet de frontaux sur les 3 voies qui étaient quand même assez caractéristiques de cette configuration infrastructure. Donc le meilleur et le pire, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais comme vous le disiez, la multiplicité des intervenants n'est pas forcément très favorable. Je voudrais juste signaler que, par exemple, durant le film, lorsque vous voyez le gendarme Alexandre qui témoigne d'un accident de la route à cause peut-être de l'infrastructure routière, il faut savoir qu'en France, pour que les routes soient modifiées, il faut attendre un certain nombre de tués sur la route, donc des raisons statistiques. Et il faut savoir donc sur la route où le gendarme a témoigné, où vous voyez le panneau, vous n'êtes plus sur une autoroute, donc diminuez votre vitesse. Un rond-point a été construit 6 mois après notre venue, donc voilà. Si une autre question. D'accord. Je me déplace. Oui, c'était pour savoir si finalement une voiture intelligente et ne plus forcément avoir de chauffeur, ce serait pas forcément une solution. Et que quelque part, avec les équipements électroniques et informatiques qu'on a maintenant, l'ensemble des capteurs sur les voitures et l'ensemble des distances de sécurité pourraient être mesurés plus facilement. C'est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a maintenant avoir des voitures suffisamment de capteurs pour pouvoir mesurer les distances de sécurité, les vitesses et autres. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas bien faire, c'est positionner la voiture au mètre près, mais ça, avec le nouveau réseau Galileo là, pour le GPS à l'européenne, on devrait pouvoir le faire dans quelques années. C'est ce que je mettais en conclusion, quoi. C'est-à-dire, moi, ça fait 3 ans que je revois des accidents et des accidents et des accidents. Je ne suis pas sûr que cette réponse qui paraît extrêmement satisfaisante intellectuellement, parce que c'est de l'innovation, c'est du high-tech, je ne suis pas sûr que ce soit ça forcément la bonne réponse. Derrière, il y a l'éducation du conducteur. Je veux dire, sur l'autoroute, moi j'ai eu l'occasion d'être pilote d'essai il y a quelques années là, chez Renault, là, en fait, il y a plus de 10 ans. Les choses qu'on vous réapprend, c'est à réapprendre à tenir un volant, à freiner, chose que j'avais complètement oubliée depuis que j'avais passé mon permis. Et c'est tout bête de savoir freiner, mais personne ne sait freiner correctement. Nous, statistiquement, quand on regarde les causes dans les accidents, on a des accidents, notamment contre obstacles fixes, où les gens n'ont même pas freiné. C'est-à-dire qu'en fait, on a des capteurs dans la voiture qui nous permettent de retracer l'histoire de ce qui s'est passé dans les dernières secondes. Et on a des tas de configurations d'accidents où les gens ne freinent même pas. Donc, avant d'aller chercher du satellite, des contrôles de trajectoire et autres, il y a peut-être aussi une partie éducation, formation qui serait peut-être pas mal aussi à traiter. Voilà, c'est bien, les questions s'enchaînent. Justement, pour rebondir sur ce qui a été dit, on vous parlait peut-être de la perte de l'habitude des capacités de conduire. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en place, comme ce qui se fait pour certains des conducteurs routiers, par exemple, des rappels, des vérifications régulières qui font qu'on vérifie qu'on a bien les capacités. Les personnes âgées qui ont plus de 60-70 ans, des fois, qui sont au volant, on se demande pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été, à partir d'un certain âge, en faire un nouveau bilan, quoi. Là, je suis assez d'accord. Donc, moi-même, je suis de l'aviation, et en aviation, passer 40 ans, c'est tous les ans, la visite médicale, c'est tous les ans, quoi. Donc la dernière question, c'est toi qui l'as méritée. Oui, merci. Je sais que c'est nous qui devons contrôler notre vitesse.
Mais je voulais savoir si c'était moral pour un constructeur de faire une voiture qui puisse aller jusqu'à... C'est clair que produire des voitures dont les compteurs vont à 250-300 km/h, ça n'a pas de sens, quoi. Mais bon, on est dans une société de consommation qui demande ce genre de voiture. Le premier constructeur qui s'amuserait, entre guillemets, à limiter ses puissances, se suicide commercialement. Donc c'est un truc, on dirait qu'on peut toujours accuser les constructeurs d'être des pousses au crime, mais on est tous collégialement, collectivement, des pousses au crime. Je sais que c'est pas une réponse satisfaisante, mais moi, d'un point de vue purement personnel, je trouve que c'est effectivement un pouce au crime. Guesso avait essayé, je crois, de proposer, dans le cadre de, je sais pas quoi, d'un truc à Genève, là, avait essayé de proposer une limitation de la vitesse. Et puis bon, nos confrères, nos amis allemands à côté, ils tiennent pas du tout. L'industrie automobile allemande est quand même tirée sur une certaine image. On le voit bien. Hein. Satis a quand même équipé avec un moteur relativement puissant qui fait quand même pas moins de 240 chevaux, qui a un V6 3,5 litres essence. Et une bonne partie des journalistes présents, d'ailleurs c'est des journalistes internationaux qui couvrent, je sais pas, 60 pays différents, un des reproches qu'on nous faisait, c'est pourquoi vous n'avez pas mis un V8, pourquoi vous n'avez pas mis plus puissant. Donc quelque part, je considère déjà qu'on est, bon ça va, 240 chevaux, on a quoi s'amuser, quoi. On a déjà largement de quoi dépasser les 130 km/h sur l'autoroute. Donc on a aussi cette pression, et on nous demande pourquoi vous ne mettez pas des V8, des V12, des W12 comme nos collègues d'Outre-Rhin le font. Moi j'ai été personnellement, en tant que patron de la sécurité, assez choqué par le dernier salon de l'automobile. Vous montriez tout à l'heure les 300 km/h sinon rien. Enfin, je veux dire, les constructeurs sont tombés sur la tête. Je vous remercie. Je prierai aussi de m'excuser pour les petits problèmes techniques auprès des intervenants. Je viens vous voir tout de suite. On se dépêche, on se dépêche. Il y a un trait aplégique là-dedans. Reste. Blandine, vas-y, qu'on te regarde. Le titre. Allez, tu si tu veux. Filmez pas, s'il vous plaît, filmez pas. Mais tu rigoles quoi, on va filmer, c'est pour votre cassette. Hein. Ouais, là je fais le ballon officiel. Ouais.